Il y a des duos qui prennent leur temps. Celui-ci a décidé que le vôtre valait mieux que ça. Francis Gosselin et Isabelle Perron. On a cette histoire qui a quand même été assez frappante, là, Isabelle, qui est sortie là, dans le journal, de cette femme qui a attendu près d'une demi-heure pour avoir les services d'ambulancier. Puis là, évidemment, ça pose plein de questions. Surtout que c'est une femme enceinte qui a trébuché à cause d'un nid de poule. Et quand elle a appelé le 911, ça a pris plus de 25 minutes. Mais il faut dire qu'avec l'attente, elle a fait un choc vagal. Ça aurait pu être grave. Puis on se dit habituellement, le délai, c'est une dizaine de minutes max, là. Et là, on se questionne, bien évidemment, parce que 25 minutes, ça peut mettre la vie en danger de deux personnes. Elle est enceinte. Est-ce que la chute... Parce qu'elle ne se rappelle pas de grand-chose. Elle était en entrevue un petit peu plus tôt avec Alexandre Dubé ce matin. On ne sait pas. Tu sais, elle, sur le coup, même son chum, il a dû lui rapporter un paquet d'événements parce qu'elle se souvient de pas grand-chose. Donc, ça aurait pu être très dangereux. Puis on sait que c'est une question de secondes quand la vie de quelqu'un est en danger. Puis il y a évidemment plein de sous-questions à cela. Puis on en a parlé toute la matinée. Mais comment se fait-il qu'il y ait eu ce délai-là? Est-ce qu'il y a des standards dans cette industrie? Là, c'est 10 minutes. C'est ça. Mais donc, qu'est-ce qui arrive si tu ne racontes pas le standard? Tu sais, à une époque, le McDonald's, tu avais ton repas en 30 secondes où c'était gratuit. Mais ça n'a pas duré longtemps. Privé. Mais tu sais que le secteur de l'ambulance au Québec est largement privé, justement. Puis ça, c'est une autre affaire, une autre question qu'on peut se poser. Est-ce que le système actuel où, dans le fond, tu as des entreprises qui achètent des ambulances, qui embauchent des ambulanciers, qui répondent à des demandes du 911 ou d'autres organismes, c'est quoi leur standard? Comment sont-ils rémunérés? Puis comment, justement, expliquer que malgré ce système-là, on a des attentes parfois très élevées pour des patientes dans le besoin. Il y a beaucoup de choses. C'est sûr que, elle était à Montréal. C'est moins pire, entre guillemets. Mais en région, par exemple, souvent, le territoire est grand puis il manque beaucoup de personnel. Il y a l'aspect aussi de la population qui est vieillissante. Puis ça, on va le vivre de plus en plus. Je trouve ça important de s'attarder au problème parce que si on n'a pas assez de personnel, éventuellement, comment on va faire pour répondre aux objectifs du 10 minutes? Parce qu'on sait que chaque minute peut faire une différence. Ensuite, il y a tout l'aspect aussi de comment on est capable d'appuyer nos paramédics. On sait que dans les premières lignes, les pompiers, les policiers, souvent les paramédics nous disent qu'il manque de support. Il manque, entre autres, quand ils voient des scènes qui sont horribles, qui sont affreuses, comment on peut les soutenir psychologiquement. Est-ce que effectivement les conditions de travail sont bonnes? À chaque année, quand on fait un bilan justement des paramédics ou des ambulanciers, à chaque fois, il y a des cas comme celui dont on parle aujourd'hui où on se dit, oups, on l'a échappé en termes de minutes d'attente. Là. Puis c'est là où, tu sais, j'ai essayé de trouver là, les délais. Bon, c'est le 10 minutes, mais tu sais, ça, c'est-tu une anecdote ou c'est comme un nouveau standard? Parce qu'on sait que par ailleurs, dans le système de la santé, les délais sont très longs, que ce soit à l'urgence, que ce soit pour voir un médecin de famille, pour que ce soit un médecin spécialiste. Est-ce que l'ambulance, c'est la nouvelle frontière, là, qu'on va être obligé d'attendre 1 heure, tu sais, pour avoir quelqu'un qui vient un peu à notre secours quand on est dans une situation de grande urgence? Je suis un peu, évidemment, mal à l'aise. Je pense, dans ma tête, au moins cette partie-là... C'est pas uniformisé au Québec. C'est ça, mais moi, au moins cette partie-là, dans ma tête, puis justement, je constate que j'avais tort, mais j'avais la croyance que les paramédics puis les ambulances, c'était comme la chose qui marchait à peu près bien. Là. Tu sais, je vois ton visage. Là. Je te dis, j'étais un peu naïf peut-être, mais j'étais comme, cette partie-là, tu sais, t'appelles une ambulance, ça arrive vite. Puis je t'avouerais, parce que moi, j'ai peut-être pris 2 ambulances dans ma vie là, plus jeune, puis mon expérience à moi a été bonne. Tu sais, je me suis blessé au pied, c'était rapide. Puis ça me ramène sur un autre sujet, je t'en ai parlé tantôt. Je me suis blessé au pied, donc justement, quand j'étais jeune, adolescent. Un pied mariton. Et la personne, je pense que c'était un prof ou je sais pas quoi, a dit « Hey, on va appeler une ambulance, tu vas être traité plus rapidement à l'urgence. C'est vrai qu'on se faisait dire ça. Si t'arrives en ambulance, limite, tu t'arrives en limousine. » Tu sais, c'était comme ceux qui sont charriés en ambulance, ça doit être grave, fait que tu passes au triage plus rapidement. Je pense que c'était un peu un mythe urbain parce que le triage, il voit bien que t'es pas en train de... Tu sais, t'as pas un couteau planté dans le cœur. Ça a peut-être déjà été vrai, remarque, mais effectivement, aujourd'hui, je suis pas certaine que ça fonctionne. Mais ma réflexion, c'est qu'en fait, ça fait en sorte, puis c'est là où, tu sais, justement, ce qu'on se disait, c'est qu'il y a peut-être des gens qui prennent l'ambulance qui ne devraient pas prendre l'ambulance. Tu sais, là, il y a cette dame qui était enceinte, qu'elle a trébuché, qu'elle a fait un choc vagal, clairement, elle était dans une situation de grande urgence. Mais je peux imaginer plein d'autres cas de gens qui sont pas dans une urgence, qui pourraient se rendre par leurs propres moyens et qui choisissent malgré tout
ce moyen-là. Puis je veux pas comme être moralisateur, je dis juste, à un moment donné, il y a tant d'ambulances de disponibles. Si tout le monde prend ça pour tout et n'importe quoi, mais des fois, la ligne est mince. Parce que, par exemple, t'appelles. Là, tu penses que tu fais une crise cardiaque et tu paniques. L'ambulance arrive, t'arrives à l'hôpital, puis finalement, c'était une crise de panique, mais c'était ta première, puis toi, t'as l'impression que le cœur va te lâcher. Donc, c'est sûr qu'après coup, tu te dis, mon Dieu, j'ai monopolisé un service pour rien. Mais sur le coup, tu pensais vraiment faire une crise de cœur. Donc, dans ce cas-ci, est-ce qu'on l'inclut dans quelqu'un qui est engorgé? Tu sais, la ligne, je trouve, des fois, est mince sur l'urgence, pas urgence, parce que sur le coup, si tu paniques, peut-être que tu penses vraiment que tu en as besoin. Je ramène toujours ça à l'offre et à la demande. Là, tu me connais, je ne veux pas décréter mon titre, mais... Tu veux pas de shooter aujourd'hui? Non, je veux pas de shooter aujourd'hui. Mais l'offre et la demande, puis je me dis, s'il y a trop de demandes puis que l'offre est constante, ben forcément, c'est les délais qui écopent. Puis tu avais une piste intéressante, puis j'en parlais avec notre collègue Maxime Troulot, qui est d'origine française, nous savons bien, et qui me disait, en France, déjà, il n'y a pas le 911, il y a 3 numéros différents. Là. Je pense que c'est le 15, le 17 et le 18. Ouais, mais si tu veux c'est juste 2 chiffres. Si tu veux un ambulancier, c'est comme tel chiffre. Si tu veux... Et ce qu'il me disait, c'est que tout le monde appelle les pompiers. Tu sais, c'est comme on appelle le 17, tout le monde appelle le 17. Puis si t'as un chat dans un arbre, c'est le 17. Si tu t'es cassé le pied, c'est le 17. Si t'as un accident d'auto, c'est le 17. Puis à la limite, eux, ils vont embarquer des paramédics, des ambulanciers dans le tas. Mais t'as comme cette notion d'une meilleure répartition, peut-être, des responsabilités de premiers répondants vers d'autres corps de métier. Est-ce que ce serait plutôt, donc, juste dans le 911, on garde dans le 911, il est là, mais tu choisis qu'est-ce qui correspond aux paramédics et qu'est-ce qui va aux premiers répondants? Parce qu'on sait que dans certaines régions, ça a changé, ça. Ce qui fait que si c'est plus les premiers répondants qui s'occupent d'un cas X, ben là, tu viens engorger les paramédics. Donc, il y a cette notion-là aussi au sein du 911, sans faire comme la France peut être tellement compliqué. Je sais pas, Maxime Troulot, est-ce que c'est compliqué, la France? On ne sait pas. Il va venir nous dire ça tantôt. Mais chose certaine, ce que ça veut dire, par contre, c'est que, tu sais, moi, j'ai été patrouilleur en ski. Je sais pas si tu savais ça, mais non, mais tu sais, c'est une petite formation là, de mémoire, c'est comme 90 heures, mais tu sais, tu peux être premier répondant sur une variété de choses quand même folles, genre une fracture ouverte, etc. Je me demande, tu sais, le pompier standard là, au Québec, là, y a-t-il une formation comme ça? Là, mais il peut être premier répondant. Mais est-ce qu'ils le sont tous? T'sais? Parce qu'ultimement, si on dit maintenant, pour alléger la pression sur les paramédics, les ambulanciers, on va envoyer de temps à autre un pompier, ben là, il faut que le pompier soit capable d'agir. Il faut que tous les pompiers soient capables d'agir dans plein de circonstances, de soigner des blessures, diagnostiquer une crise cardiaque. Ils n'ont peut-être pas la formation actuellement. Puis je pose la question, j'ai aucune idée s'ils sont tous et toutes formés pour ce type d'intervention-là, mais ça mettrait une exigence additionnelle aux pompiers. Là, c'est ce que je sais qu'en Outaouais, ils ont changé ça. L'aspect premier répondant, ça a fait augmenter le besoin des ambulanciers de 25 %. Donc, c'est sûr que si on enlève des responsabilités aux premiers répondants, on va finir par manquer de bras. Surtout le recrutement. Pour l'instant, est-ce que c'est un enjeu? Est-ce qu'on est capable d'attirer? Puis je pense aussi aux régions éloignées. Ça, les régions éloignées, ça serait un autre sujet parce que quand tu attires quelqu'un chez vous, il faut qu'il y ait des services pour ça. Il faut qu'on traite mieux nos régions aussi parce qu'à chaque année, on en a des histoires comme celle de la dame qui est enceinte qui aurait pu avoir des conséquences graves. En région, quand l'ambulance doit parcourir 100 km pour venir te supporter, là, 10 minutes, non, ça ne sera pas possible. Bécomo, c'est-tu bien servi par les services? Ça doit dépendre du moment où tu appelles. Est-ce qu'il y a eu beaucoup... T'sais, comme par exemple, hier, je sais que ce qui s'est passé, entre autres pour la dame, c'est qu'il y a eu à peu près 1100 quelques appels à cause de la météo. Donc, le service, pendant 1 heure, a été hyper engorgé au 911. Il y a un arbre qui tombe, puis tu appelles le 911. Bon, donc, à Bécomo, ça dépend de est-ce qu'il se passe autre chose en même temps. Puis, encore une fois, pour ceux qui ne connaissent pas Bécomo, c'est grand. Là, ça dépend si tu te blesses en plein cœur. Es-tu à Pointe-le-Bel? Es-tu sur la 389? Es-tu près de Manic-5? Cette leçon de géographie est une présentation d'Isabelle Perron. Qui vous rappelle qu'un pont au Saguenay pour la prochaine campagne serait bien apprécié. Tout ça pour dire, on a avec nous Steve Charland, qui est porte-parole et superviseur au Centre de communication santé d'urgence santé. Bonjour, M. Charland. Bonjour, M. Chartrand. Chartrand, pardon. Mes hommages et mes excuses. Vous avez vu comme nous cette nouvelle d'une dame enceinte, un peu paniquée, qui fait un choc vagal, qui doit attendre plus de 25 minutes. On en discutait à l'instant avec Isabelle. Est-ce que c'est normal, une situation comme celle-là? En fait, c'est sûr que dans les conditions habituelles, c'est pas le genre de situation qu'on vise... en tant que répondant d'urgence, c'est certain qu'un délai de 25 minutes pour un appel d'urgence, c'est toujours
c'est toujours évalué de notre côté. Ce que je vous dirais, c'est qu'on a beaucoup de mécanismes en place pour essayer d'éviter tout ça. Ce qu'il faut savoir également, c'est que lorsqu'il y a une urgence qui est vraiment identifiée, avant même qu'on ait terminé le protocole et avant même qu'on ait terminé l'évaluation, il y a déjà une ambulance qui est en chemin. Donc, c'est sûr et certain qu'au niveau des priorisations, au niveau de l'évaluation, au niveau des informations qui sont données, à ce moment-là, bon, il peut y avoir certains délais. Dépendamment aussi de la position du patient, est-ce que c'est facilement accessible, est-ce qu'on a la bonne localisation, donc il y a plusieurs facteurs qui vont venir influencer, mais ce que je vous dirais, c'est que de façon normale, c'est beaucoup plus rapide que ça. Bien, justement, Francis tantôt disait, OK, mais comment on répartit l'affaire? Donc, quand on appelle, par exemple, comment on sait qui va aller faire quoi selon l'urgence puis selon le besoin? Ben dans le fond, il faut dissocier deux choses. C'est que le 911, eux, reçoivent l'appel selon le centre primaire. Eux, ils vont évaluer les besoins. Donc, c'est-à-dire, est-ce que l'appelant a besoin de la police, a besoin des premiers répondants, a besoin de l'ambulance, a besoin de l'ensemble de tous ces intervenants-là. Et par la suite, va basculer du côté, ce qu'on va appeler le centre secondaire. Comme nous, Urgence Santé, nous sommes un centre secondaire. On reçoit l'appel, la validation de l'adresse, et ensuite de ça, on fait une évaluation pour déterminer la priorité de l'appel. Est-ce qu'on manque de bras? Parce que j'ai l'impression que des histoires comme celles qu'on a entendues ce matin, ça se répète, particulièrement en région. J'y reviens, mais c'est plus difficile de les desservir. Est-ce qu'on a assez de bras? Est-ce qu'on a assez de moyens? Je pense que c'est un défi pour à peu près toutes les organisations actuellement, la main-d'œuvre. Par contre, là, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque service va bien identifier des équipes dédiées pour les urgences vitales. Donc, la population n'a pas à s'inquiéter à ce niveau-là. Oui, il peut arriver qu'il manque de gens, comme il peut en manquer dans les hôpitaux, dans les urgences et tout ça. C'est une chose qui est commune dans le domaine. Par contre, il y a beaucoup de mesures qui sont mises en place pour assurer la sécurité de la population. L'année passée, le vérificateur général du Québec a fourni son rapport puis nous disait qu'il y a 2/3 des municipalités du Québec qui n'ont pas accès à des services de premiers répondants. Ça aussi, c'est un enjeu. Là, je voudrais pas parler en dehors de mon carré de sable parce que moi, c'est vraiment Montréal et Laval que nous desservons avec la réalité de Montréal et Laval qui n'est pas nécessairement évidente non plus. Je pourrais pas vous parler là, pour ce qui est des premiers répondants dans les zones plus éloignées. Je suis vraiment pas au courant de ces statistiques-là, malheureusement. Mais est-ce que dans la grande région de Montréal, vous avez ce genre d'enjeu-là aussi où vous n'êtes pas capable toujours de bien desservir? Quelqu'un arrive, crise cardiaque, c'est sûr que 25 minutes, ça peut être long. On a toujours des moyens de se rendre. On a plusieurs mécanismes qu'on peut mettre en place, des mesures d'action préventive, de protection également qu'on va mettre en place au moment où la courbe d'appel est trop élevée par rapport au nombre d'ambulances qu'on pourrait avoir, par rapport au nombre d'urgences qui sont en attente. On a beaucoup de mécanismes pour assurer la sécurité de la population. Vous parlez justement de nombre d'ambulances, on a parlé de pénurie ou en fait difficulté de main-d'œuvre, rétention, etc. J'aimerais un peu vous entendre là, sur ce domaine-là qui est quand même assez particulier, méconnu du grand public. Au Québec, on a des entreprises privées, des coops, il y a tout ça. C'est comme un drôle de mélange. Puis personnellement, j'ai essayé de fouiller pour avoir une structure, puis j'arrive pas à comprendre comment c'est organisé. Manque-t-il d'ambulances? Et si oui, la faute à qui? Je veux dire, si c'est au privé, faut-il leur donner des sous, des incitatifs, des punitions? Expliquez-nous un petit peu là, pour monsieur, madame, tout le monde qui, comme moi, est un peu mystifié là, par tout ça. En fait, encore une fois, je vais vous parler pour Montréal et Laval. Je connais pas les particularités en région. Par contre, pour ce qui est de Montréal et Laval, il y a vraiment une étude qui est faite par rapport à la courbe d'appel, par rapport aux besoins, par rapport au moment de la saison. Tout ce qui est impromptu également, on a des plans d'urgence qui sont toujours mis en place. Donc oui, la pénurie de main-d'œuvre vient jouer avec tout ça. Donc il y a des journées où on a moins d'ambulances en service. Par contre, la population doit se sentir rassurée. C'est bien important de le comprendre. On a des mesures, des plans qui sont toujours en place dans le cas de pénurie de main-d'œuvre, dans le cas de pénurie d'ambulance, des longs week-ends où on pourrait avoir malheureusement plus de maladies ponctuelles. Il y a des mesures en place pour assurer la sécurité. Donc, c'est commun, je vous dirais, à l'ensemble du Québec, à l'ensemble du Canada, fort probablement partout en Amérique. En ce moment, c'est un travail qui est difficile. On doit la développer, cette main-d'œuvre-là. On doit la garder, cette main-d'œuvre-là. Et c'est un défi au quotidien. Mais la population doit être assurée. On a beaucoup de plans en place pour assurer donc, la réponse. Je vous relance sur la structure de l'industrie là, entre le privé puis le public, puis tout ça. Comment ça...
Est-ce qu'il y a quelque chose je qu'on peux peut vraiment faire? pas. Ouais. En fait, moi, je peux vraiment pas vous parler de ce domaine-là parce que nous, c'est particulier à Urgence Santé. C'est notre propre flotte qu'on gère. On gère nos propres camions. C'est nos employés. Urgence Santé, en soi, gère Montréal et Laval avec ses propres équipes. Donc, on n'a pas de contrat. Il peut arriver, par contre, qu'on puisse prendre de la main-d'œuvre de l'extérieur qui vienne nous donner un coup de main chez nous à Urgence Santé. Ça, c'est un nouveau processus qu'on a mis en place il y a de cela quelques années où on permet, exemple, des gens de la Gaspésie de venir faire des quarts de travail chez nous pour ajouter justement au nombre d'ambulances en service dans des moments plus importants. Donc ça, c'est des choses qu'on pourrait avoir, mais pour l'ensemble, c'est vraiment on gère notre propre parc et nos propres employés. Est-ce que vous avez plus de demandes qu'avant? Est-ce que vous sentez que ça, il y a une différence avec les dernières années? Absolument. Absolument. Ça, je vais parler encore une fois pour Montréal et Laval. La courbe d'appel, elle a beaucoup augmenté. Si on regarde la courbe d'appel de 2018 et on regarde aujourd'hui en 2026, oui, ça a beaucoup augmenté. Les moments de la journée aussi sont beaucoup plus stables. Et il y a de ça une époque où le jour, si on parle de 7 heures le matin à 15 heures l'après-midi, c'était là le gros achalandage. Maintenant, je vous dirais là, que c'est possiblement de 11h à 11h, où les gens vraiment, vraiment ont besoin d'ambulance. Je vous dirais que les nuits, ça, c'est vraiment... Il n'y a pas de normes parce qu'on a des nuits très tranquilles, même la fin de semaine. On a des nuits qui sont excessivement occupées également, qui peuvent être en milieu de semaine. Mais je vous dirais que la courbe d'appel, elle a augmenté. Ça, c'est indéniable. Puis pour l'ensemble du Québec. Puis est-ce que vous êtes capable de le chiffrer ou de mettre un pourcentage ou est-ce que ça se ressent de cette façon-là? On parlait de 25 là, à Gatineau. Ouais. À quoi ça ressemble, là, l'augmentation? Je pourrais vous dire que ça ressemble pas mal à ça pour Urgence Santé. Un bon 20 d'augmentation depuis quelques années. Il n'est pas rare qu'on va faire 1200 appels dans une journée, alors qu'à l'origine, qu'est-ce qui cause ça? C'est le vieillissement de la population, l'itinérance, les travaux, le nid de poule, en fait... Non, ce que je vous dirais, oui, le vieillissement de la population, l'augmentation de la population aussi. On descend pas loin de 1,5 million, 1,6 million de personnes avec Montréal et Laval, ce qui n'était pas le cas il y a une dizaine d'années. Donc, assurément, l'augmentation de la population, le vieillissement de la population fait en sorte que le nombre d'appels augmente beaucoup. Et de façon générale, on vous appelle pour quelles raisons? Est-ce qu'il y a des problèmes plus fréquents que d'autres? Non, mis à part que dernièrement, là, les problèmes de surdose sont quand même assez présents. Oui, en ce moment, on a beaucoup de cas de surdose au centre-ville, malheureusement. On a même alerté la population d'être très, très, très vigilant par rapport à ça pour les consommateurs, malheureusement. Pour ce qui est du reste, je vous dirais, là, c'est vraiment très, très aléatoire. Surdose, est-ce que vous savez les types de substances en ce moment? On parle beaucoup de fentanyl, de carfentanyl, cocaïne. C'est vraiment ce qui ressort énormément. Tout ce qui est chimique, là, dans le fond, là, fait beaucoup de ravages, malheureusement. Il y a plusieurs personnes qui nous écrivent, puis c'était aussi une hypothèse là, qu'on avait entre nous, M. Chartrand, sur les appels inutiles, là, où les gens, tu sais, comme je le disais moi-même, là, je sais pas si vous étiez déjà en onde avec nous, là, on m'a dit, prends l'ambulance, là, à l'urgence, ils vont te trouver plus important. En 1930, quand tu étais jeune? Oui, c'est il y a 1000 ans, en fait, quand nous allumions notre feu, toi et moi, Isabelle. Mais non, mais blague à part, là, est-ce que vous avez des statistiques là-dessus? Tu sais, je veux dire, sans être dans la morale, mais tu sais, y a-tu du monde qui font des petites rides en ambulance Ben, écoutez, j'ai beaucoup apprécié que vous ayez bien vulgarisé le fait que, justement, c'est une belle légende urbaine de prendre l'ambulance qu'on va passer à l'hôpital plus vite. Oui. Ça, c'est très apprécié parce que, malheureusement, c'est encore une fausse croyance. Parce qu'effectivement, une fois que l'ambulance arrive, le triage de l'urgence, les infirmières vont faire leur travail, puis eux vont décider si c'est vraiment une urgence ou pas. Donc, de penser qu'on va voir un médecin plus rapidement parce qu'on prend l'ambulance, c'est non sur toute la ligne. Donc, ça c'est très bien. J'ai pas vraiment de chiffres, mais malheureusement, oui, il y a des gens qui comprennent pas que le service d'ambulance, c'est pour des urgences. Dans le cas d'une urgence, on va toujours envoyer une ambulance. C'est vraiment très clair là, pour nous de ce côté-là. Mais à ce niveau-là, est-ce qu'il peut y avoir un manque d'éducation où les gens savent des fois pas à quel sein se vouer là, pour avoir de l'aide?
Oui, absolument. Absolument. Puis, dans le fond, c'est notre travail de les informer. Parce que à la finalité de l'évaluation, on va leur mentionner, si c'est pas une urgence, ben, ils vont devoir attendre. Et ils vont prendre le choix de prendre l'ambulance ou d'aller par leurs propres moyens. Ça, c'est des choses qui peuvent se produire. D'éduquer vraiment les gens, on peut pas aller jusque-là, malheureusement, mais de leur faire comprendre que finalement, il n'y a pas d'urgence. Vous avez besoin d'une ambulance, on le comprend. Malheureusement, ben, aujourd'hui, ça se peut que vous attendiez quelques heures avant une ambulance pour faire le transport. On a une question sur la messagerie texte. C'est peut-être moins... Bon, je vais vous la poser quand même. C'est sûr qu'en région, ce serait encore plus nécessaire, mais est-ce que ça a déjà été dans les cartons de penser à un service d'ambulance en hélicoptère? Ah ben c'est des services qui existent. C'est des services qui existent avec Air Médic. Par contre, là, pour ce qui est de nous à Montréal et Laval, c'est sûr et certain que c'est pas quelque chose qui a été envisagé dernièrement. Ça existe dans d'autres grandes villes, dépendamment des urgences, mais pour ce qui est de nous, là, je sais que c'est pas quelque chose qui est une option pour l'instant. Donc, quand on réussit à bien répondre. Ouais. Quand on entend des cas comme la dame qui est tombée, qui a fait un choc vagal, est-ce que pour vous, c'est anecdotique ou effectivement des histoires comme ça, on en entend chaque mois? Non, on n'en entend pas chaque mois et heureusement. Et je peux vous garantir une chose, c'est que on veut pas que ça se produise. On fait tout en nos moyens pour être capable de répondre rapidement. On ne veut pas que ça se produise. On a plein de solutions. On a beaucoup de ressources qu'on peut utiliser pour éviter ce genre de situation-là. Et non, c'est pas quelque chose qu'on veut qu'il se produise. Puis non, heureusement, ça ne se produit pas régulièrement. Puis quand ça arrive, est-ce qu'il y a genre un post-mortem pour voir qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Le post-mortem, absolument. Elle n'est pas morte, là, mais... Absolument. Et heureusement. Puis non, on n'entendra pas non plus qu'il y ait un mort avant de faire une étude. Je vous dirais que chaque cas est toujours évalué. Ne serait-ce que même un appel ordinaire sans embûche peut être évalué par la direction des soins, par nous les superviseurs sur place. Si on veut avoir plus d'informations, si on veut s'assurer qu'on a fait un bon service, on n'attend pas les plaintes pour intervenir. On va toujours en amont à ce niveau-là. Et puis, je vous dirais qu'un cas comme celui-là a un très grand post-mortem à la suite. Merci beaucoup, Steve Chartrand, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes porte-parole et superviseur au Centre de communication santé d'Urgence Santé. Bonne fin de journée. Merci. Merci. À vous également. Au revoir.